titane 44, autant de protons que de neutrons, sauf que là, vous l'avez vu, je suis ici à 22, 44. C'est-à-dire, là, 20 c'est bon, mais 22 c'est plus bon. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est là que vous retrouvez l'un des décors que je vous ai planté tout à l'heure. Le titane 44 va retransformer, en fait, vous le voyez, des protons en neutrons, voilà, pour arriver à un rapport qui soit favorable pour que ça puisse continuer. Et puis ça va continuer jusqu'au fer, voilà. Nous voilà arrivés au fer. Et vous avez des réactions, d'autres réactions qui produisent tous les noyaux intermédiaires. Donc voilà, on vient de fabriquer jusqu'au fer. Bon, maintenant, vous voyez, on a quand même une charge qui fait 26, c'est beaucoup. L'hélium s'épuise quand même. La répulsion est de plus en plus grande. J'ai du mal à faire de la fusion. Alors, j'ai qu'un seul projectile que je vais utiliser maintenant, qui est insensible à la charge électrique, donc il n'y a pas de répulsion pour lui, il s'en fout. Et grâce à lui, on va pouvoir continuer. C'est comme ça qu'on va fabriquer tous les éléments jusqu'au bismuth, c'est-à-dire quand même 57 éléments. Alors le processus, il est simple. Je prends du fer, par exemple. Hein. Hop, il capture un neutron. Donc le fer 58 devient fer 59. Le fer 59 est instable. Il va transformer un neutron en proton. Et donc il va me fabriquer le cobalt. Cobalt 59, stable. Donc dans les étoiles, le cobalt s'accumule, ça va me faire de l'acide. J'ai toujours ce flux de neutrons. Clac, mon cobalt 59, il va reprendre un neutron, il va donner du cobalt 60. Ah oui, mais le cobalt 60 n'est pas stable. Il va transformer un neutron en proton pour me donner du nickel 60. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, en fait, dans ces étoiles, j'accumule de l'acide, c'est-à-dire j'accumule l'élément suivant. Et puis après, donc avec ces réactions de neutrons, je passe au suivant, etc. Donc voilà comment on fabrique tous ces éléments. Alors, vous savez sans doute, dans toute cette fabrication, ces 57 dont je suis en train de vous parler, il y en a deux qu'on ne rencontre plus sur la planète, que l'homme a refabriqué à partir de 1937. C'est le Dossard 43 et le Dossard 61, c'est-à-dire le technétium et le prométhéum, qui sont des éléments uniquement radioactifs, trop instables pour qu'il y en ait encore sur la planète de façon naturelle 4,5 milliards d'années après. En revanche, on voit le spectre du technétium dans certaines étoiles. C'est-à-dire qu'une étoile qui est en train de fabriquer l'élément 43 après avoir fabriqué l'élément 42 qui est le molybdène, donc le molybdène s'accumule, crac, il fabrique du technétium, il a une durée de vie trop courte pour qu'il existe encore aujourd'hui, mais c'est quand même plusieurs millions d'années de période, donc on peut accumuler de l'acide, et puis après il fabrique le 44, c'est-à-dire le ruthénium, et puis ça va continuer. Donc vous voyez, il n'y en a plus sur la planète, mais on voit ce spectre effectivement dans certaines étoiles qui sont en train de le fabriquer. Alors là, ça va nous faire un bon paquet d'éléments, là. Voilà. Et on arrive au bismuth. 83. Dernier des éléments stables, d'ailleurs, dans la nature. Alors là, bon. Le beau raisonnement qu'on a tenu jusque-là, il ne tient plus. Parce que vous le voyez, les éléments suivants, hein, après le bismuth, l'élément 84, c'est le polonium. Puis j'ai l'astrate, j'ai le radon, j'ai le francium, le radium, etc. Ils ont des durées de vie trop courtes, c'est-à-dire que certes, le bismuth, par exemple, va donner du polonium, mais au fur et à mesure où le polonium, qui a des durées de vie extrêmement courtes, il va se débobiner. Je ne peux pas accumuler de l'acide. Donc c'est fichu. C'est fichu, sauf que quand même, j'ai bien du thorium en quantité importante, de l'uranium en quantité importante sur la planète. Il faut bien qu'ils aient été fabriqués, ces éléments-là. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer cette fabrication? Ben, c'est justement dans la formation des supernovae, vous le voyez, il va falloir qu'on saute en fait du bismuth, c'est-à-dire qu'on saute un certain nombre d'éléments, 7 exactement, on pourra arriver jusqu'à l'uranium, pour avoir des éléments qui, là, ont des durées de vie suffisamment longues, effectivement, pour qu'on rencontre encore aujourd'hui sur la planète. Alors comment? Donc, là, on est sur les étoiles les plus massives, hein. On est sur des super géantes rouges. Donc, vous voyez, des étoiles qui sont très chaudes. Maintenant, on est à 10 milliards de degrés, une masse volumique qui atteint 100 tonnes par centimètre cube. Et évidemment, ben, vous imaginez ça, vous voyez là.
la contraction continue, c'est-à-dire que les autres, on veut dire poussez pas derrière, ça pousse derrière. Quoi, hein, bon. Donc, je ne vais pouvoir avoir au centre de mon étoile que les noyaux les plus solides, c'est-à-dire du nickel et du fer. Vous vous souvenez, c'est les deux qui sont là en abondance plus grande parce que plus solide. Autour de ce noyau, donc petit noyau, je vais avoir une couronne de neutrons. Alors pourquoi une couronne de neutrons? Ma source de neutrons, elle est où? Ben, elle est là. Voilà pourquoi je vous présentais cette courbe aussi tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que vous avez fabriqué des gros noyaux jusqu'au plomb et au bismuth, et puis au centre, ben, ça s'écrase. C'est-à-dire que vous avez des noyaux ici, ce qu'on appelle des photos d'intégration, l'inverse donc de ces réactions de fusion, où vous avez des gros noyaux qui vont redonner des fers et des nickels. Ah oui, mais le rapport neutron sur proton ici n'est pas le même que le rapport neutron sur proton là. Donc au fur et à mesure où ils s'écrasent complètement comme ça en nickel et en fer, ben, ils abandonnent un certain nombre de neutrons qui sont piégés par la contraction, c'est-à-dire qu'ils se trouvent en fait juste à la limite de ce noyau central. Donc j'ai mon noyau central, et puis j'ai une autre source aussi, qui sont des réactions de transformation de protons en neutrons. Et évidemment, vous le voyez ici, quand j'ai des protons qui sont en neutrons, j'ai des neutrinos, ils arrivent les neutrinos, dans 2 minutes ils sont là. Donc au centre les noyaux les plus solides, autour une couronne de neutrons, et puis évidemment, bah, dans la contraction, tous les autres éléments qui ont été fabriqués. Voilà ce que ça donne, vous pourrez vérifier, il n'en manque pas un seul. Hein. Je vais passer une soirée à faire ça. Hein. Donc fer nickel, les neutrons, et puis tous les autres éléments, voilà, qui sont là, il n'en manque pas un seul. Voilà, ils sont tous là. Ça, c'est marqué supernova. La supernova, c'est l'explosion. Ça peut rester comme ça. Une supergéante rouge, elle n'est pas assez massive. On arrive à une espèce d'équilibre, ça va continuer comme ça. Voilà, on en est là. En revanche, alors vous voyez, masse volumique du cœur, 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Notre Terre ferait 220 mètres de diamètre, hein, si, à cette échelle-là de masse volumique. Hein. En revanche, si l'étoile est suffisamment massive, ce qui va arriver à celle-là bientôt, comme je vous le disais au début, eh bien l'étoile finit en fait, cette contraction devient fantastique, elle finit par s'effondrer en fait sur le noyau central. Et à partir de là, vous avez une onde de choc qui va remonter en fait toutes les couches que vous avez vues précédemment ici, donc atteignant tous ces éléments que vous voyez. Donc, je vais rester là. Donc, une onde de choc qui remonte toutes les couches de l'étoile. Alors, ça prend un certain temps. Hein. Ça peut prendre 24 heures. C'est-à-dire que même là, la lumière est piégée. Et c'est important pour ce que je vais vous dire dans un instant, entre le moment donc, où on a cette onde de choc qui repart du noyau et le moment où la lumière va sortir de là, c'est à peu près 24 heures. C'est une explosion fantastique, je vais vous en reparler dans un instant. On a coutume de dire, vous avez dû lire ça comme moi, qu'en fait vous avez en quelques minutes autant d'énergie dissipée que tout le soleil aura fait, vous avez vu tout à l'heure quand même 10 puissance 27 kW en 10 milliards d'années. Et là vous avez tout ça en quelques minutes. Parce que on n'est pas sur la même échelle. Ce qu'on sait, c'est que notre soleil est une petite étoile. Elle ne terminera jamais comme ça. Hein. Elle va fabriquer des éléments, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent qu'on s'arrêtera au néon, c'est-à-dire c'est vraiment le deuxième stade. Enfin, premier stade d'ailleurs, après avoir brûlé le combustible. D'autres disent qu'on ira au moins jusqu'au fer, mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'ira pas plus loin que le fer. On est une toute petite étoile. Donc là, on parle que des très très grosses étoiles. Donc une explosion fantastique. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous souvenez, un petit noyau très dur, lui, il ne va pas bouger. Tous les éléments projetés, tous les autres, avec évidemment derrière les neutrons, qui sont projetés aussi. Un flux fantastique. Hein. Nos réacteurs, quand ils font 10 puissance 16 neutrons, on est content, et 10 32, c'est pas 2 fois plus, c'est 10 puissance 16 fois plus. Hein. Et donc, vous voyez, vous prenez un élément X quelconque, avec derrière les neutrons qui vont le rattraper, clac, 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 il va prendre des neutrons. Un neutron, deux neutrons, trois neutrons, etc. Un certain nombre de neutrons.
normalement, dès qu'il prend un neutron, on l'a vu tout à l'heure, et il a un excès de neutrons, il doit se transformer ce neutron en proton. Mais il n'a pas le temps que chaque, il en a pris un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Jusqu'à un certain nombre X. Au bout d'un moment, quand même, tout ça, ça s'essouffle. Donc vous imaginez un énorme noyau comme ça, avec un excès fantastique de neutrons. Il va transformer neutron-proton, 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 jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine stabilité. C'est ce que vous retrouvez ici. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Prenez par exemple un plomb 208. Vous voyez, plomb 208, il capture un neutron, il devient plomb 209. Normalement, plomb 209, c'est ce qu'on constate. Il transforme son neutron en proton, il devient d'ailleurs du bismuth, c'est-à-dire l'élément 83. Bismuth 209, qui est le bismuth stable. Mais là, vous voyez, il a pas le temps que schlac, il en prend un autre. Imaginons que ça monte jusqu'à 232. Après, il va faire des réactions bêta-moins, jusqu'à ce qu'il arrive à la on va dire pseudo-stabilité qui correspond à 232, c'est-à-dire 90. S'il monte jusqu'à 238, eh ben, il s'arrêtera à l'uranium, 92. S'il monte jusqu'à 240, il s'arrêtera au plutonium. S'il monte jusqu'à 244, il ira jusqu'au curium, l'élément 96. Donc c'est là que, je vous disais tout à l'heure, que tout le monde ne s'accorde pas. On est à peu près sûr qu'on peut monter à 200, 240, 241. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ça monte à 244. Donc voilà. Mais au moins, on va au moins jusqu'au plutonium. Voilà comment est-ce qu'on fabrique ces éléments-là. Donc vous voyez, voilà. On est là. Alors après...